c'est à vous. Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle épisode des webconférences de la filière FAI2R. Nous sommes ravis de vous accueillir ce soir pour une webconférence un petit peu différente, puisqu'habituellement on se focalisait sur une pathologie, et là on a décidé d'ouvrir un nouveau cycle où on abordera des thématiques plus transversales qui peuvent concerner la plupart des patients. Aujourd'hui, on va parler des difficultés professionnelles lorsqu'on a une maladie chronique, auto-immune ou auto-inflammatoire rare. Cette thématique est importante pour nous. On en a d'ailleurs fait le grand thème d'un groupe de travail qui réunit toutes les associations de la filière. On a décidé de travailler tous ensemble sur l'amélioration du parcours scolaire et professionnel des patients atteints d'une maladie auto-immune ou auto-inflammatoire rare. Dans un premier temps, pour illustrer ce propos, je laisserai la parole à Nadège Pérez qui va nous présenter son travail de thèse qui portait sur les difficultés professionnelles des patients atteints de sclérodermie systémique. Ce travail est très original parce qu'il a été fait en collaboration avec l'Association des sclérodermiques de France qui est représentée par Madame Laurence Schuller. Il était co-dirigé par le professeur Sophie Quinton-Fantoni qui va nous rejoindre, qui est médecin du travail et très impliqué dans le maintien à l'emploi, et puis co-dirigé également par le docteur Morel Dubois qui travaille dans le service de médecine interne et qui travaille énormément dans le centre de référence des maladies rares, sclérodermie systémique et autres maladies auto-immunes systémiques. À l'issue de cette présentation, vous aurez le droit de poser des questions sur le chat qui est en dessous de votre écran. On essaiera d'y répondre pour vous apporter le plus d'informations possible. Voilà, je vais laisser la parole à Nadège qui va nous faire sa présentation. Merci. Bonjour à tous, merci de me recevoir aujourd'hui. Donc comme l'a dit le docteur Maillard, je vais vous présenter mon travail de thèse qui est initialement centré sur la sclérodermie systémique, mais dont les ouvertures nous ont permis d'orienter vers d'autres pathologies auto-immunes et auto-inflammatoires rares. Alors, comme elle l'a indiqué, il était le docteur Morel Dubois ici présent qui a co-dirigé ce travail. Je vais commencer par redonner des petits rappels sur la pathologie. Donc, la sclérodermie systémique est une maladie rare avec une prévalence de 153 à 244 cas par million d'habitants, ce qui représente 9 à 14 000 patients en France. Pour rappel, une maladie rare, c'est moins d'un cas pour 2000 habitants. La symptomatologie de la sclérodermie systémique est très variée. Elle associe un syndrome de Raynaud souvent intense, qui correspond au changement de couleur des extrémités qui passent par le bleu, le blanc, le rouge, associé à des douleurs et souvent également à des troubles de sensation. Ce symptôme, qui peut être bénin dans la plupart de la population générale, est beaucoup plus intense dans la sclérodermie systémique. Il est associé de façon variable à d'autres atteintes, comme des douleurs articulaires et musculaires, comme les ulcérations digitales, des petits trous au niveau de la pulpe des doigts, l'essoufflement, qui peut avoir plusieurs origines sur le plan médical, soit une hypertension artérielle pulmonaire ou une fibrose pulmonaire, une sclérose de la peau qui s'épaissit, devient rigide, également de temps en temps souvent des télangiectasies qui sont des petites taches rouges sur la peau, notamment sur le visage. On peut également retrouver des atteintes digestives tels un reflux gastro-œsophagien, une constipation ou des difficultés de continence anale. Des atteintes neurologiques ou rénales sont également possibles. Toutes les personnes atteintes de sclérodermie n'ont pas tous les symptômes, et ces symptômes sont très variés et entraînent des handicaps variables d'un patient à l'autre. L'intérêt d'explorer cette thématique a émergé au cours des ateliers d'éducation thérapeutique mis en place au CHRU de Lille, en particulier par le docteur Morel Dubois. Des problématiques professionnelles variées sont ressorties, avec un impact sur la qualité de vie des patients qui était loin d'être négligeable. Ces ateliers ont aussi permis d'identifier des situations de décalage entre les inquiétudes du corps médical, comme par exemple le risque vital d'une fibrose pulmonaire, et les inquiétudes des patients, comme par exemple une difficulté professionnelle ou personnelle liée aux douleurs articulaires, et une gestion pratique au quotidien de l'expression de la maladie. Dans quasiment toutes les spécialités médicales, la qualité de vie est une problématique de plus en plus importante dans la prise en charge des patients et elle est liée au travail. L'équipe du professeur Achula avait donc pour souhait de pouvoir répondre aux besoins des patients au mieux dans ce domaine. Nous avons mené ensemble une revue de littérature autour de la sclérodermie systémique et du travail. Concernant cette pathologie, les données sont peu étayées.
La capacité de travail a été évaluée dans la littérature et est associée à la présence d'ulcération digitale, à la durée d'évolution de la maladie, à l'existence de douleurs musculaires, à un haut score de fatigue, mais également à des facteurs socio-économiques tels que le niveau d'études, le soutien social et les adaptations au travail. On ne connaît en revanche pas les difficultés auxquelles les patients sont confrontés, ni comment ils y font face. Dans ce contexte, nous avons construit une étude dont l'objectif principal était d'évaluer la fréquence des difficultés professionnelles chez les patients sclérodermiques. Les objectifs secondaires étaient d'identifier les difficultés les plus fréquentes, évaluer si les patients avaient accès aux dispositifs de maintien en emploi, identifier les ressources mises en place par les patients face à ces difficultés et identifier les symptômes les plus impliqués. Cette étude a pu s'intégrer dans un appel à projet de la Fondation Maladies Rares. Alors, je m'excuse d'avance pour certains termes techniques sur le versant méthodologique. Donc, nous avons réalisé une étude transversale observationnelle monocentrique, il y avait un seul centre, avec le service de médecine interne du CHRU de Lille, qui est centre de référence des maladies auto-immunes et systémiques rares. Les patients présentant une sclérodermie systémique étaient inclus s'ils avaient travaillé avec les symptômes de la maladie. Les patients étaient exclus en cas de troubles de compréhension ou d'expression, d'âge inférieur à 18 ans, de mesures de protection judiciaire ou toute autre raison rendant un consentement éclairé impossible à recueillir. L'étude était basée sur un hétéroquestionnaire, c'est-à-dire que le questionnaire était posé par une tierce personne et non pas un questionnaire auquel on répond seul. Le questionnaire explorait le statut socio-professionnel, les difficultés professionnelles rencontrées, les solutions apportées et symptômes en relation avec ces difficultés. Le questionnaire était recoupé avec des données de l'Observatoire national des patients atteints de sclérodermie, à savoir la date de diagnostic, la date de premiers symptômes, les symptômes et complications médicalement constatés, ainsi que des scores évaluant l'essoufflement et la sclérose cutanée. L'exploitation statistique a été réalisée par le service de biostatistique du CHRU de Lille. Une évaluation du nombre de sujets nécessaires réalisée en amont du recueil retrouvait 103 patients à inclure. Je vais maintenant aborder les résultats. Le questionnaire a été proposé à 116 patients qui répondaient a priori aux critères d'inclusion. 3 ont refusé, 2 ont été exclus en raison de difficultés linguistiques ou de compréhension. 7 patients ont été exclus secondairement en raison d'un doute diagnostique entre une sclérodermie systémique et une connectivite proche. Au total, 104 questionnaires ont pu être exploités. Parmi les patients, on retrouvait alors 84% de femmes. L'âge au premier symptôme était de 39 plus ou moins 14 ans. L'âge au diagnostic était de 46 plus ou moins 13 ans. Il y avait 16% de sclérodermie systémique diffuse, 82% de sclérodermie systémique cutanée limitée ou limitée, et la donnée était manquante pour 2% des patients. Au sein de notre cohorte, nous avons retrouvé 62,5% de patients qui avaient expérimenté des difficultés professionnelles, qu'ils rapportaient à la maladie. L'intervalle de confiance à 95% oscillait donc entre 52,5% et 71,8%. Nous n'avons pas retrouvé de différence significative d'expérience des difficultés professionnelles entre les patients avec une sclérodermie systémique de type diffuse par rapport aux autres sclérodermies systémiques de type limité et cutanée limitée. On retrouvait en revanche une tendance à un âge plus jeune au diagnostic chez les patients ayant expérimenté des difficultés professionnelles, bien que cela ne soit pas significatif sur le plan biostatistique. Concernant les symptômes mis en avant par les patients comme étant la cause de leurs difficultés professionnelles, la fatigue revient pour 63% des patients, ce qui est très important. Alors, je vais maintenant aborder un tableau un peu difficile à lire, mais il rapporte la prévalence de certains symptômes, c'est-à-dire le nombre de patients présentant de ce symptôme lors du recueil, en fonction qu'ils aient eu ou non des difficultés professionnelles. Et la colonne de droite indique également le pourcentage de patients qui rapportent une difficulté en rapport avec chaque symptôme par rapport au nombre total de patients qui présentaient ce symptôme. De façon un peu plus claire, on retrouve qu'il y a plus de patients avec des douleurs articulaires et musculaires et un reflux gastro-œsophagien,
parmi les patients ayant des difficultés professionnelles, et que cette fréquence est significative à l'échelle statistique. Les douleurs articulaires sont rapportées comme source de difficultés professionnelles par 56% des patients qui avaient ce type de douleur. Le reflux gastro-œsophagien, quant à lui, est moins souvent de source de difficultés professionnelles, avec seulement 25% des patients qui citent le reflux gastro-œsophagien comme source de difficultés au travail. Par ailleurs, les symptômes les plus souvent cités comme source de difficultés professionnelles sont le syndrome de Raynaud, avec 55% des patients, et les douleurs articulaires et musculaires, avec 56% des patients, et enfin les ulcérations digitales, avec 44% des patients qui en souffraient, qui le citent comme source de difficultés au travail. On relèvera aussi que malgré l'absence d'impact fonctionnel des télangiectasies, 10% des patients qui en sont atteints évoquent des difficultés professionnelles, souvent à type de remarques de l'entourage professionnel ou du public accueilli lorsque leur poste de travail les amène à rencontrer du public. Les principales difficultés rencontrées par les patients étaient les suivantes. En premier lieu, on retrouve une aggravation des symptômes par le travail pour 88% des patients. Il s'agit le plus souvent de symptômes aggravés par une exposition au froid, par un effort physique ou par des microtraumatismes digitaux tels que la frappe au clavier. C'est la difficulté principale pour près de 55% des patients interrogés. Et rapporté à l'échelle de la cohorte, un patient sur deux a eu un symptôme aggravé par une situation de travail. Les personnes interrogées rapportent comme difficulté une diminution de l'efficacité au travail pour 66% d'entre elles. Et cela correspond à la difficulté principale pour 25% des patients. On retrouve également, de façon non négligeable, une perte d'emploi que les patients relient à la maladie. La perte d'emploi fait le plus souvent suite à une inaptitude médicale, mais on note également des ruptures conventionnelles, des démissions, des non-renouvellements de contrats précaires et des licenciements vécus comme directement liés à la maladie. Il s'agit de la difficulté principale pour 11% des patients. Et rapporté à l'échelle de la cohorte, un patient sur 5 a connu une perte d'emploi qu'il relie à la maladie. Le manque de soutien de l'entourage professionnel est également mis en avant par 23% des patients, et il s'agit de la difficulté principale pour 6% des patients. Enfin, 18% des patients rapportent des difficultés organisationnelles, le plus souvent liées à l'articulation entre les soins et le travail. Il s'agit cependant de la difficulté principale pour 2% des patients uniquement. Notre étude a retrouvé un faible recours aux médecins du travail, puisque seuls 45% des personnes interrogées qui ont eu une difficulté professionnelle en rapport avec la sclérodermie informent le médecin du travail de leurs difficultés. Parmi les 55% des patients qui n'informent pas le médecin du travail, on retrouve 22% des patients qui n'ont pas de médecin du travail, c'est le cas des professions libérales et des entrepreneurs, 33% qui n'en ont pas ressenti le besoin, mais surtout 45% qui méconnaissent les missions du travail. Ainsi, ils évoquent un manque de confiance envers le médecin du travail, une peur de perdre son emploi si la maladie est évoquée avec le médecin du travail, ou une méconnaissance complète, ne sachant pas que le médecin du travail pouvait aider dans ce domaine-là. Pour faire face à leurs difficultés, les patients effectuent différentes démarches. Ils sont 40% à solliciter un accompagnement auprès de la maison départementale des personnes handicapées. Alors les aides sont variées avec une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, une prestation de compensation du handicap ou des allocations adultes handicapés. 60% se rapprochent du médecin traitant ou spécialiste, le plus souvent en vue de traitement médicamenteux ou d'arrêt de travail de courte ou longue durée. 41% se rapprochent de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre de demandes d'invalidité le plus souvent. 18% font des démarches directes auprès de leur hiérarchie pour adapter leur travail. Et 14% mettent en place des solutions informelles basées sur l'entraide avec leurs collègues. Alors, on retrouve globalement un faible accès à la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, puisque seuls 23% des patients de la cohorte en bénéficient. Ils sont de façon logique plus nombreux à en bénéficier en cas de difficultés professionnelles, puisque 34% des patients ayant rencontré des difficultés en rapport avec la maladie ont une RQTH pour l'abréviation, contre 5% en l'absence de difficultés. Cette différence est significative. De même, il y a significativement plus d'invalidité chez les patients avec des difficultés professionnelles.
Parmi les patients n'ayant pas trouvé de solution à leurs difficultés, on retrouve 41% de perte d'emploi pour se soustraire aux difficultés et près de 19% de difficultés morales secondaires. Heureusement, on retrouve aussi que près de la moitié des patients n'ayant pas trouvé de solution ont jugé la situation supportable. En cas de difficultés professionnelles non résolues, l'absence de solution pouvait avoir plusieurs origines. 30% des patients ne connaissaient pas les démarches ou les structures à solliciter. 11% n'ont pas eu le courage de faire ces démarches en raison d'une peur ou d'une fatigue. 19% des patients n'ont pas ressenti le besoin de faire ces démarches. 8% déclarent ne pas avoir reçu l'aide sollicitée et 36% déclarent avoir reçu une aide, mais que celle-ci a été insuffisante pour pallier aux difficultés. Nous avons également interrogé les patients sur l'évolution de leurs revenus depuis l'apparition de la maladie. Sur toute la cohorte, on retrouve 31% de diminution de revenus depuis l'apparition de la maladie. Cette prévalence monte à 44% chez les patients ayant rencontré des difficultés professionnelles. Et la différence est significative avec le groupe sans difficultés professionnelles qui est à 8%. Je vais maintenant discuter les résultats obtenus. Nous avons retrouvé une sous-exploitation des dispositifs de maintien en emploi par les patients, puisque seuls 23% des patients de la cohorte bénéficiaient d'une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Il s'agit pourtant de la principale clé d'accès aux aides humaines, matérielles et financières d'adaptation de poste dans le monde du maintien en emploi. Ce résultat est cependant cohérent avec les données issues d'études sur d'autres pathologies chroniques qui retrouvent également une sous-exploitation de ce dispositif. Par exemple, dans une étude de 2016 sur la polyarthrite rhumatoïde, l'équipe de M. Bertin retrouvait 34,6% de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Dans notre étude, les principaux symptômes mis en avant par les patients comme liés à leurs difficultés professionnelles sont la fatigue, le syndrome de Raynaud, les douleurs articulaires et musculaires et légèrement derrière les ulcérations digitales. Ces symptômes ne mettent pas en jeu le pronostic vital et les thérapeutiques disponibles pour les prendre en charge sont limitées, pour la fatigue en particulier. Ces symptômes sont pourtant responsables d'un impact fonctionnel important dans la sphère professionnelle d'après nos résultats. Il est important de souligner que des résultats similaires avaient été mis en évidence dans d'autres pathologies comme la sclérose en plaques, pour laquelle le travail est fortement impacté par la fatigue, et la polyarthrite rhumatoïde, pour laquelle les douleurs articulaires impactent fortement le parcours professionnel. Nos résultats sont cohérents avec la littérature sur d'autres points également. L'étude de l'équipe de Béreznay de 2013 retrouvait qu'entre un tiers et la moitié des patients adaptaient leur parcours professionnel en fonction de la maladie. Dans notre étude, 62,5% des patients ont rencontré des difficultés, mais certains n'ont pas ressenti le besoin de faire des démarches ou d'adapter leur parcours professionnel pour faire face à ces difficultés qu'ils jugeaient supportables. Nos résultats sont donc cohérents avec l'étude suscitée. Nous retrouvons par ailleurs 19% de pertes d'emploi liées à la maladie, ce qui nous place dans la fourchette basse des résultats sur l'incapacité de travail de l'étude déjà citée. Nos données sont également en faveur d'un impact professionnel de la sclérodermie qui serait proche de l'impact professionnel de la polyarthrite rhumatoïde. Nous avons en effet retrouvé 19% de pertes d'emploi liées à la maladie, quand l'équipe de Bertin en retrouve 19,1% d'incapacité de travail dans la polyarthrite rhumatoïde. Une étude de l'équipe de WIMET sur 165 patients en 2008 retrouvait même plus de désinsertion professionnelle chez les patients sclérodermiques versus les patients atteints de polyarthrite rhumatoïde. Nos résultats renforcent l'importance des ateliers d'éducation thérapeutique orientés vers le travail et l'information sur les dispositifs de maintien en emploi. Comme évoqué précédemment, la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé est sous-exploitée et l'absence de démarche de recherche de solutions aux difficultés professionnelles est liée à une méconnaissance des dites démarches dans près d'un tiers des cas. Il est important de souligner que le rôle du médecin du travail est méconnu par près de la moitié des patients qui n'informent pas le médecin du travail de leurs difficultés professionnelles. Cet élément est cohérent avec une étude de l'équipe de Baruto en 2015 auprès de salariés qui retrouvaient que 68,5% d'entre eux ne connaissaient pas les rôles de leur service de santé au travail. Il est également important de souligner l'importance des diminutions de revenus liées à la maladie. Elle concerne 31% des patients de la cohorte et monte à 44% en cas de difficultés professionnelles. Ces informations, souvent peu explorées, sont importantes pour le patient car la baisse de revenus peut impacter directement la qualité de vie.
Concernant le versant méthodologique, notre étude avait quelques limites. Elle était monocentrique et son effectif restait modéré. Nous ne disposions pas de groupe témoin, mais il nous semblait complexe de comparer la sclérodermie à d'autres pathologies ne présentant que partiellement ces symptômes. Les données recueillies ne reposaient pas sur des échelles validées, mais nous n'avons pas retrouvé d'échelle adaptée au schéma de l'étude. Il existe en effet des échelles sur l'impact professionnel, mais elles sont destinées à un suivi longitudinal. Les données recueillies peuvent être soumises à un biais de mémorisation. C'est pourquoi nous n'avons pas exploré la chronologie des difficultés en fonction du parcours professionnel. En effet, les données auraient été soumises à un biais de mémorisation encore plus important et leur exploitation statistique n'était pas envisageable. Notre étude dispose heureusement de force. Elle a été construite de façon pluridisciplinaire avec le concours d'internistes, de médecins du travail, de biostatisticiens et une association de patients. Elle était basée sur un hétéro-questionnaire, donc avec les questions posées en face à face, ce qui permettait de limiter les données manquantes et permettait de s'assurer de la bonne compréhension des questions. Enfin, il s'agit d'une thématique peu explorée dans la littérature et d'une piste d'amélioration de la prise en charge des patients. Pour conclure, je vais rappeler les principaux points qui ressortent de l'étude. Tout d'abord, les difficultés professionnelles concernent 2/3 des patients en emploi avec les symptômes de la maladie. Ensuite, un patient sur 2 sera gêné par son syndrome de Raynaud au travail. Un patient ayant des douleurs articulaires ou musculaires sur 2 sera gêné par ses douleurs au travail. 2 patients sur 3 associent leurs difficultés professionnelles à la fatigue. Et un peu moins d'un patient sur 2 ayant des ulcérations digitales sera impacté au travail. Ensuite, parmi les patients qui ne font pas de démarches pour faire face à leurs difficultés professionnelles, 1 sur 2 ne connaît pas les démarches à réaliser. Parmi les patients qui n'informent pas le médecin du travail, 1 sur 2 ne connaît pas ses rôles et fonctions dans le maintien en emploi, car une des principales missions du médecin du travail est de favoriser le maintien en emploi. Enfin, sur toute la cohorte, 1 patient sur 3 a une diminution de revenus depuis l'apparition de la maladie. Alors, ce travail a également été évoqué avec les différents acteurs de la filière des maladies auto-immunes et auto-inflammatoires rares par le Dr Maillard. Les problématiques évoquées semblent communes à de nombreuses pathologies auto-immunes. Les symptômes responsables de difficultés sont assez peu spécifiques. Fatigue et douleur sont malheureusement présents dans quasi toutes les pathologies auto-immunes. La méconnaissance du maintien en emploi semble également présente, bien que nous n'ayons pas de données pour l'étayer de façon certaine. Ces données nous semblaient donc importantes à partager avec des patients au-delà de la sclérodermie systémique, car elles sont au moins en partie pertinentes dans d'autres pathologies. Dans ce contexte, plusieurs actions sont en cours. La réalisation de plaquettes d'information sur le maintien en emploi à destination des patients, toutes pathologies auto-immunes confondues. Un document d'information plus spécifique de la sclérodermie que les patients pourront remettre au médecin du travail pour aider à la compréhension de la pathologie et de son articulation avec le travail. Un élargissement du recueil sous forme d'auto-questionnaire, donc un questionnaire que les patients remplissent eux-mêmes, pour toucher plus de personnes et à pouvoir apporter des réponses adaptées aux besoins des patients dans des pathologies auto-immunes au sens plus large, à la fois chez les enfants et chez les adultes, mais je laisserai le docteur Maillard en parler un peu plus précisément. Merci de votre attention. Merci beaucoup Nadège. Alors effectivement, puisque Nadège a abordé cette question, on a trouvé très intéressant les résultats de ce travail et on s'est dit que les problèmes rencontrés dans la vie professionnelle par les patients sclérodermiques étaient communs avec beaucoup d'autres pathologies auto-immunes ou auto-inflammatoires rares. Donc on a, avec l'accord de Nadège et son aide, adapté le questionnaire qu'elle a posé aux patients. On en a fait un auto-questionnaire, c'est-à-dire un questionnaire que vous pouvez remplir vous-même en vous connectant sur Internet. Il vous suffit d'aller sur le site de la filière, sur la page d'accueil, et en descendant un petit peu, vous trouverez un lien. Il existe 2 questionnaires. Le premier s'adresse aux adultes en situation professionnelle ou qui ont été en situation professionnelle lors de leur maladie. En quelques minutes, vous pourrez répondre aux questions qui correspondent à peu près aux questions qui ont été posées par Nadège aux patients sclérodermiques. Il existe aussi un deuxième questionnaire qui s'adresse soit aux adolescents, soit aux jeunes adultes, ou plutôt aux parents d'enfants malades, sur les difficultés rencontrées au cours du parcours scolaire. N'hésitez pas à remplir ces questionnaires, ça vous prendra quelques minutes et ça nous permet d'avoir beaucoup de réponses et de réellement connaître vos besoins au quotidien. Voilà. Je vais me tourner maintenant vers Nadège. Je voulais te poser une petite question. Quel accueil tu as reçu de la part des patients que tu allais interroger? Est-ce qu'ils étaient surpris? Est-ce qu'ils étaient contents, méfiants?
Alors, la plupart du temps, il y a eu une petite surprise parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce questionnaire, mais en revanche, l'accueil était très bon parce qu'ils avaient ce sentiment qu'on s'intéressait à leur quotidien et non pas forcément à la maladie pour son intérêt purement scientifique, mais à leur quotidien et aux difficultés qu'ils rencontraient. D'accord. Et le très petit nombre de refus est le reflet de l'intérêt qu'ils portaient. D'accord. Et du coup, maintenant, je me tourne vers Laurence. En tant qu'association, est-ce que vous avez été étonnée de ces résultats qui sont presque un petit peu inquiétants, puisqu'on voit qu'un tiers des patients ont vu une baisse de leurs revenus et la moitié ne connaissent pas vraiment les recours possibles, le rôle du médecin du travail? Alors étonné, pas spécialement, parce qu'on a déjà pas mal de retours sur ces sujets. Par contre, d'avoir des chiffres un peu plus solides, ça nous aide à expliquer aux patients ce qui peut arriver. On est de plus en plus souvent interpellés par des adhérents, parce qu'on a des adhérents de plus en plus jeunes, vu que le diagnostic se fait un peu plus souvent, qui sont en situation de travail et qui s'inquiètent justement sur leur vie professionnelle, voir s'ils peuvent continuer à travailler et dans quelles conditions. Et pour élargir au-delà de la sclérodermie, c'est vrai que quand on est atteint d'une maladie rare, qui est souvent chronique, elle n'est pas forcément facile à expliquer, elle est évolutive, donc c'est toujours une interrogation sur est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'on continue à travailler, et on ne sait pas si on doit en parler aux collègues, à la hiérarchie, et c'est vrai que le recours au médecin du travail n'est pas une évidence. On a un petit peu peur que ça va retomber sur l'activité professionnelle. Alors on essaye de les rassurer en leur rappelant que le médecin du travail est un médecin, il a un devoir de confidentialité et qu'on peut le solliciter sans que l'employeur soit au courant. C'est vrai que c'est pas le premier réflexe, donc on essaye de les informer un maximum là-dessus. Oui, Sandrine, je ne sais pas si tu as ce retour, mais lorsqu'on voit les patients en consultation, quelquefois, mais c'est assez rare qu'ils abordent cette problématique, quand on leur suggère d'aller rencontrer leur médecin du travail, on a souvent la réponse je ne préfère pas, j'ai peur de perdre mon emploi. Nadège, est-ce que tu peux nous aider? Qu'est-ce qu'on peut répondre à ces patients Alors, il faut leur rappeler que le médecin du travail, une de ses fonctions, ça a même été réaffirmé par la loi récemment, une de ses fonctions c'est de favoriser le maintien en emploi. Et qu'il a plusieurs outils pour favoriser ce maintien en emploi. La première chose, c'est que déjà s'ils ont peu de difficultés au travail, informer le médecin du travail, il n'y aura pas forcément ça va pas forcément avoir de retentissement sur le travail, mais c'est déjà préparer le terrain si jamais il y a des difficultés par la suite. C'est pouvoir mettre en place des dispositifs d'accompagnement s'il y a besoin. Comme le rappelait Laurence, le médecin du travail reste soumis au secret médical. Donc il ne peut pas donner d'éléments médicaux à l'employeur. Et c'est pour ça aussi que l'échange avec l'employeur se transparaît par la fiche qu'il remet, où le médecin du travail traduit les problèmes, les difficultés rencontrées par le salarié en limitant certaines tâches qui peuvent poser problème sur le plan de la santé. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est que, comme le dit Laurence, un salarié peut demander à rencontrer son médecin du travail sans que l'employeur soit informé. Dans ces cas-là, ça se passe en dehors de son temps de travail, mais tout salarié a le droit de demander à rencontrer son médecin du travail sans que l'employeur soit informé. Après, par la suite, en fonction de la nécessité d'adaptation au poste, il y aura nécessité de transmettre des informations sur les adaptations nécessaires à l'employeur, mais sur un premier contact, s'ils souhaitent pas voir le médecin du travail, ils peuvent demander sur un premier contact à ce que ce soit en dehors du temps de travail et que l'employeur ne soit pas au courant. Ensuite, selon la situation, le médecin du travail discutera avec le patient pour voir ce qui est nécessaire à mettre en place et s'il y a nécessité que ces adaptations soient faites. Dans ce cas-là, pour la mise en place des adaptations, l'employeur est informé de ces adaptations, pas de la maladie et pas des symptômes du patient. D'accord, merci pour ces précisions. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de patients ne savent pas qu'on peut voir son médecin du travail sans que l'employeur soit informé. Et c'est important de le rappeler. Sandrine, dans ta pratique quotidienne, est-ce que tu as l'impression que les patients t'interrogent souvent sur cette question? Est-ce que tu étais étonnée des résultats de ton point de vue de médecin spécialiste de ces pathologies?
Alors ce qui est curieux, c'est que dans les consultations de médecine interne sur le suivi des patients, les patients ne l'ont jamais abordé. Oui. Et alors peut-être parce qu'on a aussi des consultations plus courtes et qu'on est tellement centré sur la pathologie, les complications, les traitements. Mais même, j'ai remarqué que même dans les hôpitaux de jour, parfois on peut avoir plus de temps, même en hospitalisation, les patients ne l'abordent pas spontanément et nous, on ne leur demande pas. En fait, mais par contre, je n'ai pas été étonnée des résultats puisque, comme je fais aussi des consultations individuelles d'éducation thérapeutique du patient, ce sont des consultations plus longues où moi-même, je leur pose la question sur le retentissement social, familial, professionnel. Et là, c'est vrai qu'ils l'ont abordé et je m'attendais un petit peu aux résultats de l'étude parce que je m'étais vraiment rendu compte qu'il y avait un gros retentissement avec des patients qui avaient perdu leur emploi. Et également, je m'attendais également un petit peu aux symptômes, hein, puisque la fatigue était vraiment citée, les douleurs articulaires étaient préférentiellement citées par les patients comme ayant un très gros retentissement sur la qualité de vie, la vie familiale, la vie socio-professionnelle. Et d'ailleurs, on a une question qui est très intéressante, puisqu'on nous pose la question, qu'en est-il des parents des enfants qui sont malades? Puisque là, on parle des patients qui sont en activité professionnelle. Et effectivement, une problématique très importante qui sont ces parents qui ont un enfant atteint d'une maladie chronique et qui rencontrent des difficultés dans leur parcours professionnel parce qu'il faut qu'ils soient présents auprès de leur enfant. Est-ce qu'il y a des mesures pour ces parents? Alors, j'ai pas de notion de mesure qui soit autant légalement encadrée et clairement étiquetée. Donc effectivement, là, c'est une problématique qui peut être évoquée avec le médecin du travail. Les adaptations seront moins évidentes à mettre en place et seront aussi plus soumises à l'acceptation de l'employeur. Autant un problème de santé d'un patient, les adaptations s'imposent à l'employeur, autant ce type d'adaptation, c'est plus complexe. Mais c'est des problématiques où le médecin du travail peut également jouer un rôle de médiateur, entre guillemets, ou d'explication auprès de l'employeur. Pour aider ces parents. Pour aider cet accompagnement. Justement. On a une nouvelle question, on nous demande comment contacter le médecin du travail quand il n'y en a pas dans l'entreprise. Alors ça dépend de pourquoi il n'y en a pas dans l'entreprise. La première raison, c'est s'il n'y en a pas dans l'entreprise parce qu'il n'est plus là et que le poste n'a pas été pourvu à nouveau. Là, on est dans une difficulté d'absence de personnes à contacter. S'il n'y a pas de médecin du travail dans l'entreprise parce que l'entreprise est une entre guillemets petite entreprise qui n'a pas son propre service de santé au travail et qui cotise sur un service de santé inter-entreprise, là il faut se rapprocher des collègues pour savoir quel est le service de santé au travail et contacter ce service de santé au travail. Souvent c'est sectorisé sur le plan géographique. Selon la localisation du siège social de l'unité de travail, le médecin du travail et le service de santé au travail, c'est celui du secteur géographique. D'accord. Donc, tout travailleur a un médecin du travail. Tout salarié, normalement, a un médecin du travail. Avec, entre guillemets, certaines limites de pénurie de médecins du travail qui font qu'effectivement, dans certaines entreprises qui avaient leur propre médecin du travail, si ce médecin du travail est parti à la retraite, par exemple, et qui n'est pas encore remplacé, il peut y avoir des petits no man's land, mais qui normalement restent marginaux. Et pour ce qui est des professions libérales? Alors là, pour le coup, les professions libérales n'ont pas de médecin du travail, n'ont pas de suivi en santé au travail à proprement parler. D'un autre côté, les professions libérales, en général, ont plus de latitude pour adapter leurs conditions de travail, parce que elles sont leurs propres patrons, mais pas forcément les aides suffisantes. D'accord. On a une personne qui témoigne, qui nous dit « Mon médecin du travail interne à l'entreprise a envoyé des éléments écrits par mail sur ma maladie à mon directeur. Je n'ai plus confiance, je travaille à mi-temps, j'ai eu une perte de salaire conséquente. » Comment ça se fait que le médecin du travail ait écrit au directeur? Est-ce que c'est des choses qui peuvent arriver? Normalement, c'est pas quelque chose qui doit arriver. Après, sur ces seuls éléments, je ne peux pas donner beaucoup plus de choses. Normalement, un médecin du travail ne doit pas donner d'éléments de l'ordre de la santé. C'est le secret médical auquel on est soumis de la même façon. Après, effectivement, il y a tout ce travail de traduction.
et des fois d'interprétation de l'employeur. Ça arrive souvent que sur une limitation à porter des charges lourdes, par exemple, l'employeur l'interprète comme « Ah, monsieur X a un problème de dos ». Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, même si pour le coup, on n'a pas donné d'informations de santé précises. D'accord. On a une autre personne qui nous pose la question de comment aménager son poste lorsqu'il s'agit de fatigue. On a vu dans ton questionnaire que la fatigue, c'était vraiment un élément important. Et dans les maladies auto-immunes, auto-inflammatoires, c'est aussi un point commun. Il y a souvent une fatigue qui est difficile à expliquer. Comment expliquer ça à son médecin du travail? Effectivement, quand ça concerne la fatigue, c'est souvent assez compliqué à palper, même pour le médecin du travail. Pour autant, il existe des échelles d'évaluation de la fatigue. Elles ne sont pas toujours simples à utiliser en consultation quotidienne. Il y a effectivement une part d'adaptation qui peut passer par une réduction du temps de travail. Alors, cette réduction du temps de travail, si elle est faite comme ça, sans aucun accompagnement, elle s'accompagnera d'une réduction de revenus proportionnelle. Dans ces cas-là, on peut être amené à conseiller de faire en place une démarche d'invalidité qui palliera en partie à la perte de revenus. Il faut savoir quand on est reconnu en invalidité première ou deuxième catégorie au titre de la sécurité sociale, on peut tout de même continuer à travailler, même en deuxième catégorie. Le revenu qui reste, tant qu'il n'est pas supérieur au revenu précédent, s'ajoutera à l'indemnité d'invalidité. Ça, c'est un élément important parce que souvent, quand on a une invalidité au titre de la sécurité sociale, on a l'impression qu'on ne peut plus travailler. Or, ce n'est pas le cas. D'accord. Alors, je me tourne à nouveau vers Laurence parce que on entend bien que ces termes sont techniques, peut-être un peu compliqués pour le travailleur. Laurence, à votre avis, quel rôle peut ou doit jouer les associations de patients? Parce que j'ai l'impression que c'est souvent vers vous qu'ils se retournent, les patients. Ils ont plus confiance finalement en vous qu'en leur médecin pour aborder ce type de questions. C'est vrai que tout ce qui est démarches administratives sont assez compliquées pour nous. Donc nous, on essaye de les informer au maximum sur les différents dispositifs. Donc l'invalidité, comme on a parlé d'Indège, mais aussi la reconnaissance du travailleur handicapé. On a quand même pas mal d'adhérents qui souhaitent continuer à travailler tout de même. Et les deux peuvent se cumuler. Voilà. Et c'est des dispositifs assez complexes, à savoir si on choisit plutôt le taux d'invalidité, on va à la sécurité sociale, la reconnaissance de travailleurs handicapés ou vers la maison des personnes handicapées. Et on les oriente, on ne peut pas les orienter plus d'un côté que de l'autre. C'est vraiment un choix personnel, à voir avec le médecin du travail, voir une assistante sociale, voir son médecin pour connaître un peu plus l'évolution de sa maladie. Mais c'est vrai que quand on travaille, on ne pense pas ou on n'imagine pas qu'on va être reconnu personne handicapée. Il y a encore ce blocage-là. Et c'est vrai que de rencontrer soit son médecin du travail, soit se renseigner sur les différents dispositifs qui mettent en évidence quand même qu'on peut continuer à travailler, c'est important. Oui, on peut aller voir son médecin du travail ou juste pour un conseil, ça n'engage pas à démarrer des démarches. Alors, les démarches de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé sont faites uniquement par le patient, le salarié, c'est lui qui fait ces démarches, on ne les fait pas à sa place. On peut l'accompagner notamment avec des assistantes sociales, il y en a dans les services de santé au travail, mais c'est vraiment lui qui fait ces démarches s'il le souhaite. A noter que le fait de faire la démarche de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé n'entraîne pas l'information de l'employeur. C'est toujours le salarié qui informe l'employeur de cette reconnaissance. Donc ça veut dire qu'il peut faire cette démarche s'il se dit qu'à un moment il risque d'y avoir des difficultés au travail, ne pas en informer l'entourage professionnel et entre guillemets le moment venu en cas de difficulté en informer l'entourage de cette reconnaissance et à ce moment-là pouvoir mettre en route les services d'accompagnement. Le mot handicapé fait très peur. Comme le dit Laurence, les personnes en emploi n'ont pas envie de cette étiquette handicapée. Pour autant, quelqu'un d'asthmatique par exemple peut être reconnu en qualité de travailleur handicapé, en particulier s'il travaille en tant que boulanger, ça va le gêner dans son travail. On est sur un asthme.
une pathologie connue, assez fréquente, qui n'a pas cette étiquette de handicap. On n'a pas besoin d'être en fauteuil roulant pour avoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Ça, c'est important. C'est important de le rappeler, oui, dans cette image qu'on peut avoir dans le grand public. Alors on a une question, je ne sais pas si tu pourras y répondre, d'une personne qui nous dit que ça c'est valable tant qu'on peut travailler, mais que parfois on pousse les gens à prendre leur retraite à 60 ans un peu sans discussion, avec du coup une importante diminution du montant de la retraite. Est-ce qu'on peut pousser quelqu'un à partir à la retraite à cause de la maladie ou... Alors, là, ça devient compliqué parce que les dispositifs de retraite, je ne maîtrise pas forcément sur les dispositifs, l'âge, les départs anticipés, parce qu'il y a selon les entreprises, il y a aussi des départs anticipés. Et effectivement, le fait que ce soit poussé ou imposé, au-delà d'un certain âge, l'employeur peut mettre, il me semble que l'employeur peut dire que vous partez à la retraite parce que vos droits à la retraite sont couverts et qu'il ne souhaite pas qu'il y ait de continuité au-delà. Avant la retraite, ça me paraît beaucoup plus délicat. D'accord. Donc là aussi, peut-être, bon, c'est du cas par cas, c'est un peu difficile comme ça en direct, hein, mais peut-être voir avec son médecin du travail aussi. Est-ce que c'est lui qui va aider pour ce type de situation Alors, si l'âge de la retraite, entre guillemets, est atteint, c'est compliqué parce que l'employeur a le droit de demander à un salarié de partir à la retraite si son âge de départ à la retraite est atteint. D'accord, même s'il n'a pas eu toutes ces cotisations entières. On dépasse mes capacités. D'accord. Alors, cette personne nous précise, c'est la CPAM qui vous met en retraite à 60 ans avec la validité 2, qui donc supprime la rente d'invalidité. Peut-être qu'on reposera la question, on verra ça avec le professeur Fantoni, puis on pourra répondre à notre spectateur un peu plus tard. Voilà. Et j'avais une dernière question, Nadège, parce que finalement on aborde de plus en plus ces questions. On voit que par les associations de patients, même les médecins traditionnels commencent à évoquer cette question et à se dire que c'est important. Est-ce qu'au niveau des pouvoirs publics, il y a une évolution sur cette problématique? Alors, la problématique professionnelle et l'insertion au travail des personnes avec des pathologies chroniques ou des handicaps, quels qu'ils soient, devient de plus en plus une priorité effectivement des pouvoirs publics. On sait notamment qu'au niveau des agences régionales de santé, il y a des projets dont les grands axes sont sur cette piste-là. Et il y a eu une réforme en santé au travail récemment qui réaffirmait sur le plan de la loi l'importance du maintien en emploi des salariés ayant des pathologies X ou Y, dont les pathologies rares. D'accord, très bien. Merci. Laurence, dans votre association, est-ce que vous avez quelqu'un qui est plus en charge de ces questions, une assistante sociale peut-être? Je sais que les associations vivent grâce aux bénévoles, mais est-ce que vous avez eu recours à une personne ressource sur cette question? Alors, ça nous est arrivé plusieurs fois parce qu'on a fait plusieurs articles dans notre petit journal. On a une personne qui travaillait à la sécurité sociale qui est venue faire un exposé lors de notre congrès médical il y a quelques années. Et dans le prochain petit journal qui est en cours de distribution, il y aura un article sur le calcul des indemnités journalières. D'accord. Par une personne qui travaillait à la sécurité sociale, qui essaye de nous expliquer ça d'une façon un peu plus claire. Et dès qu'on peut, on a des ressources pour se renseigner un peu plus sur ce sujet. Très bien. Alors, je rappelle d'ailleurs que sur le site de la filière, il y a quelques vidéos et entre autres une vidéo qui aide à remplir le certificat de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Cette petite vidéo vous aide à remplir case par case, page par page, ces documents qui peuvent être un petit peu complexes de premier abord. Et dans la plupart des services de santé au travail, il y a des assistantes sociales qui peuvent aussi accompagner. D'accord. Et qui sont très habituées à ce type de démarche. Donc, finalement, pour conclure, on a envie de dire qu'il ne faut pas hésiter à aller consulter son médecin du travail, le médecin du travail de l'entreprise, qu'il y a beaucoup d'aides qui peuvent être faites.